Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti le jour où j'ai appris que mon propre fils avait bloqué mes comptes. C'était comme si le sol de ma cuisine à Lyon était devenu plus distant. L'écran de mon téléphone portable montrait des messages de la banque que je n'avais jamais demandés, des virements que je n'avais pas autorisés, des limites modifiées sans ma permission. Et puis, tout s'est figé soudainement. Plus aucun accès, plus aucun code n'est arrivé. Et ce n'est que lorsque j'ai entendu la voix de mon fils, Fabien, dire que maintenant il s'occuperait de tout, que j'ai senti ma poitrine se serrer comme seule une mère comprend. Il le dit avec un calme étrange, comme s'il m'avait rendu service, pas une intrusion dans ma vie. Il ne me demandait même plus ce que je voulais, il me disait juste ce que je devais faire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas, mais je n'imaginais toujours pas jusqu'où il était prêt à aller. Jusqu'à ce jour-là, je pensais avoir encore un peu d'autorité sur ma propre histoire. Je m'appelle Aminata, j'ai 68 ans, et j'ai passé toute ma vie à nettoyer des hôtels et des maisons à Villeurbanne. Quiconque a grandi chez moi sait que rien de ce que j'ai accompli n'est tombé du ciel. Chaque centime que j'économisais, chaque chose que j'achetais, chaque aide que j'apportais, venait de des années à me réveiller avant le soleil, à prendre un métro bondé et à rentrer chez moi avec mal au dos. Fabien a tout vu. Il a grandi en sachant que je ne lui ai jamais tourné le dos. Quand j'étais adolescente, j'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements pour payer son cours technique. Quand il est devenu adulte, c'est moi qui ai gardé les dettes qu'il avait contractées avec une entreprise mal planifiée avec des amis. Et quand il s'est séparé, il est venu vivre avec moi un moment et je ne l'ai jamais forcé à partir. Ainsi, lorsque les premiers rendez-vous avec la banque ont commencé à apparaître dans mon email, programmés par lui sans me prévenir, j'ai pensé que c'était juste de l'inquiétude. Mais j'ai vite compris que Fabien avait franchi une limite. Il a commencé à parler comme si ma vie était un compte à gérer, comme si j'étais une enfant qui ne savait pas gérer l'argent. Ce jour-là, quand j'ai essayé d'accéder à mes économies sans succès, il a dit que c'était « pour mon bien ». Il a utilisé ces mots. Et quand je lui ai demandé des explications, il a lâché quelque chose que je n'oublierai jamais. « Si tu continues à dépenser sans réfléchir, maman, je te retirerai complètement l'accès et ne laisserai que les bases. » C'était comme si l'air était devenu trop lourd pour pénétrer dans mes poumons. Mon propre fils qui me menace. J'ai passé tout l'après-midi à me promener dans le petit salon de mon appartement, essayant de comprendre quand les choses avaient de tourner dans cette direction. Il n'y avait aucune raison à cela. Je n'ai jamais été irresponsable. Je n'ai jamais rien demandé à personne. C'était comme si, après des années d'aide, j'étais devenue un fardeau. Et c'est une douleur qu'aucune mère ne devrait jamais ressentir. Le lendemain, j'ai reçu un autre message de la banque m'informant qu'elle avait demandé un changement dans mon profil de compte. Il mettait son nom comme tuteur légal, sans me demander, sans parler, sans expliquer. C'est alors que quelque chose en moi a commencé à bouger. Ce n'était pas de la colère, c'était un mélange de déception et de clarté. Je me sentais comme les femmes plus âgées que j'ai rencontrées tant de fois dans les couloirs des bâtiments où je travaillais, racontant des histoires d'enfants qui ne se souvenaient d'eux que lorsqu'ils s'en avaient besoin. Je n'aurais jamais imaginé rejoindre ce groupe, mais j'étais là. Et même là, je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté, je viens de regarder. Et en silence, j'ai commencé à penser à tout ce que j'avais construit au cours de ma vie. Ce n'était pas grand-chose pour le monde, mais pour moi, cela signifiait l'indépendance. Et je n'allais le donner à personne, même pas à mon propre fils. Cette semaine-là, Fabien est rentré chez lui pour discuter. Il s'est assis sur le canapé comme s'il était le propriétaire de l'endroit et a commencé à énumérer les choses que je devrais couper, les décisions qu'il prendrait pour moi, et a même commenté que si je ne suivais pas ce qu'il disait, je pourrais arrêter de recevoir certaines choses. À ce moment-là, j'ai compris qu'il croyait avoir un certain pouvoir sur moi. Peut-être parce que j'étais le fils unique, peut-être parce que j'avais toujours été la fondation de la maison, peut-être parce qu'il pensait qu'en vieillissant, je n'aurais pas le courage d'affronter quoi que ce soit. Il n'avait aucune idée de l'erreur qu'il faisait. Parce que ce même jour, alors qu'il parlait comme s'il imposait des règles, j'avais déjà pris ma décision. J'allais reprendre le contrôle, et pas seulement ça. Je voulais m'assurer qu'il comprenne que le respect n'est pas exigé par des menaces. Le respect se mérite, et je savais exactement par où commencer. Quand Fabien a quitté ma maison ce jour-là, la porte tremblait encore sous la force avec laquelle il l'a refermée. Je suis restée quelques secondes dans le couloir, fixant le métal froid de la serrure, sentant que ce coup frappé avait mis fin à une phase de ma vie.
Je suis retournée dans la pièce lentement, sans précipitation, car en moi tout était différent. C'était comme si un nuage venait enfin de sortir de ma tête. Je savais qu'il allait encore agir de la même façon. Je savais que plus de messages, plus d'ordres, plus de contrôle viendraient. Et cela ne mit pas longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec mon téléphone portable qui bipait sans arrêt. Il m'a envoyé des messages disant que j'avais trop dépensé au marché, que je devais réduire mes dépenses, que je prenais en charge. Il était même allé jusqu'à me demander mes reçus, recettes, comme si j'étais son employé. Cette attitude a allumé en moi quelque chose que je ne savais pas avoir encore autant de force. Le même jour, je suis allée à la banque. Je suis arrivée en avance, avant d'ouvrir, avec mon manteau gris et le sac où je gardais tous mes documents. Je suis restée assise dans ce chaise dure, en attendant, regardant les gens aller et venir, chacun avec ses propres problèmes. Quand ils m'ont enfin appelée, j'ai expliqué à l'employée, une jeune femme nommée Chantal, tout ce qui se passait. Elle m'a regardée avec un mélange d'émerveillement et de tristesse. Il a dit que mon fils ne pouvait rien faire sans mon autorisation et que j'avais encore le temps d'annuler la situation. J'ai ressenti un soulagement qui m'a presque fait pleurer sur le champ. C'était comme respirer après avoir été longtemps sous l'eau. J'ai signé des papiers, retrouvé mon accès, retiré toute permission liée à son nom. Et quand je suis descendue du banc, le vent froid sur mon visage avait changé. Il semblait libre. Mais je savais que cela ne suffirait pas. Fabien n'allait pas accepter facilement de perdre le contrôle qu'il pensait avoir sur ma vie. Et j'avais raison. Quand il l'a découvert, il ne lui a même pas fallu 1 heure pour arriver chez moi. Il frappa fort à la porte, comme s'il voulait la traverser. Je l'ai ouverte calmement. Il est entré en parlant fort, demandant ce que j'avais fait, répétant qu'il essayait de me protéger. Je l'ai laissé parler. Je viens d'apprendre. Il s'est emballé, a pointé du doigt, m'a traité d'irresponsable, a dit que sans lui, je perdrais tout. J'ai continué à écouter. Quand ça s'est enfin terminé, j'ai juste dit « Fabien, ma vie m'appartient et tu ne vas pas me donner de commande. » Il rit. Il a ri comme si j'avais raconté une blague. Il a dit que je n'avais aucune idée de ce dont je parlais, qu'il était la seule personne à penser à long terme. Puis il prononça la phrase qui changea tout. « Si tu continues comme ça, je t'éloignerai de tout ce qui dépend encore de moi. » C'est là que j'ai compris qu'il pensait que j'avais besoin de lui. Et c'est là que j'étais sûre de la décision qui mûrissait déjà en moi depuis la nuit précédente. Après cette discussion, je suis restée longtemps assis à la table de la cuisine, fixant une vieille enveloppe où je gardais des documents importants. À l'intérieur, il y avait quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années, ma volonté. Ce bout de papier avait plus de pouvoir sur Fabien que n'importe quel compte bancaire. Et il n'en avait aucune idée. Je savais que s'il était prêt à me contrôler tant que j'étais encore en vie, ce ne serait pas différent après mon départ. Cette pensée m'a donné une force que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cette même semaine, j'ai pris rendez-vous avec un notaire à Lyon. Je suis arrivée tôt, comme toujours, avec mes papiers bien organisés. J'ai calmement expliqué à l'agence ce que je voulais faire, changer mon testament. Supprimer le nom de mon fils comme héritier principal et mettre celui de quelqu'un qui m'a vraiment traité avec respect. Ma petite fille, Léa, une fille toujours affectueuse, attentionnée, qui m'aidait avec les courses et ne me demandait jamais rien en retour. L'officier m'a regardé, a pris une profonde inspiration et a dit que beaucoup de mères le faisaient en silence, quand elles s'atteignaient la limite. J'ai tout signé d'une main ferme. Et quand je suis partie, j'ai ressenti une étrange paix. Une paix dure mais nécessaire. Pour couronner le tout, j'ai aussi cherché ma compagnie d'assurance. J'ai pris le nom de Fabien comme bénéficiaire et mis celui de Léa. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait pour la justice. Fabien avait montré qui il était en me bloquant sur mes propres comptes. Il avait montré qu'il ne me voyait pas comme une mère, mais comme une source de ressources qu'il pouvait contrôler. Il avait oublié tout ce que j'avais fait pour lui. Et je devais protéger le peu que j'avais construit dans ma vie de quelqu'un qui ne m'a jamais tourné le dos. Quand Fabien l'a appris, j'ai su que sa réaction ne serait pas négligeable. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à affronter tout ce qui se présenterait. Parce que maintenant, je savais que ce n'était pas lui qui avait du pouvoir sur moi. C'était moi. Fabien a tout découvert bien plus vite que je ne l'imaginais. Peut-être parce qu'il avait l'habitude de contrôler chacun de mes gestes. Peut-être parce qu'il pensait que je ne pourrais jamais prendre une décision sans lui dire. Le fait est que, 3 jours après avoir changé le testament et l'assurance, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt.
Je laisse jouer la carte. Pas parce que je voulais provoquer, mais parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de respirer. Il savait que la tempête viendrait, et il voulait garder la tête stable quand elle viendrait. Quand j'ai enfin répondu, sa voix a retenti comme le tonnerre. « Qu'est-ce que tu as fait, maman ?» Je n'ai pas répondu. Il répéta la question, plus fort, plus désespéré. Et j'ai juste dit « Fabien, viens ici demain. » Nous avons parlé en personne. Il a essayé d'insister, mais j'ai raccroché. Pour la première fois de ma vie, c'est moi qui ai mis fin à la conversation. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. J'ai préparé du café, mis la table, ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air froid de Lyon. Je voulais que tout soit calme à l'intérieur, même si je savais qu'il y avait une tempête dehors. Quand Fabien frappa à la porte, manquant presque de renverser la sonnette, j'étais déjà assise à la table. Il entra sans attendre d'invitation, comme il le faisait toujours. Ses yeux étaient à la fois remplis de colère et de peur. Avant qu'il ne commence à crier, j'ai pointé la chaise et dit « Assieds-toi ». Il hésita, mais obéit. Peut-être parce qu'il a réalisé que Jen n'était pas dans cette posture qu'il connaissait. Je n'étais pas nerveux, ni demandé d'explication. J'étais ferme. Il a commencé à m'accuser, disant que j'avais été influencée, que quelqu'un m'avait monté contre lui, que je ne savais pas ce que je faisais. J'attendis qu'il ait fini, le regardant dans les yeux, sans baisser la tête. Quand il a pris une pause pour respirer, j'ai demandé « Tu veux que je t'explique ce qui s'est passé ou tu veux juste continuer à dire que j'ai tort ?» Il se tut pour la première fois. Et c'est là que j'ai commencé. Je lui ai parlé de la banque. J'ai dit à l'employé qui m'a expliqué qu'il n'avait pas le droit de toucher à mes comptes. Je lui ai parlé de la peur que j'ai ressentie en voyant mon accès bloqué. Je lui ai parlé des menaces qu'il avait proférées, comme si j'étais un fardeau. Je racontais les nuits où je restais éveillée à essayer de comprendre où j'avais fait une erreur. J'ai tout raconté sans élever la voix. Seulement la vérité, claire et sans exagération. Fabien écouta, mais secoua la tête, essayant de tout nier. Quand j'ai fini, il a dit « Je voulais juste te protéger ». J'ai répondu « Fiston, la protection n'est pas le contrôle, et le respect ne s'impose pas par des menaces ». Il se leva et commença à se promener dans la pièce, les mains sur la tête. Il répéta « Non, non, non », comme s'il essayait de repousser la réalité. Puis il s'est tenu devant moi et m'a demandé, presque sans voix, « Avez-vous retiré mon nom du testament ?» C'était sa vraie peur. Il ne perdait pas l'accès à mes comptes. C'était perdre ce qu'il pensait un jour être à lui. J'ai pris une profonde inspiration et dit « Oui, Fabien ». Je l'ai élevé. Il a écarquillé les yeux, comme si j'avais commis un crime. Il s'assit sur le canapé, et pour la première fois, il paraissait petit, comme un garçon effrayé. J'ai continué, car il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai expliqué que j'avais mis Léa comme héritière, que j'ai aussi retiré son nom de l'assurance, que j'ai fait cela parce que je devais clarifier que personne, pas même lui, n'avait le droit d'utiliser ma vie comme un outil de contrôle. Il se mit à pleurer. Je ne pleure pas de regret, mais de désespoir. Il a répété que je détruisais la famille, que j'allais le regretter, que je choisissais ma petite fille plutôt que lui. J'ai dit « Fabien, je t'ai choisi toute ma vie. Maintenant, je choisis moi-même. » Il a essayé de me convaincre d'y retourner. J'ai dit que j'allais changer, que je n'étais qu'inquiète, que je ne voulais jamais être blessée. Mais tout ce qu'il demandait était chargé de conditions. Il a dit qu'il me reprendrait si j'annulais le testament, si je remettais son nom sur l'assurance, si je lui donnais une chance de plus. Chaque « si » de lui était une porte qui essayait de se refermer sur moi. Je n'en ai accepté aucun. J'ai juste répété « Tu m'as traité comme quelqu'un qui ne savait pas penser. Et maintenant, tu vois que je sais. » La discussion dura des heures. Il alternait entre supplier, blâmer, jouer la victime et essayer de me faire peur avec des conséquences. Je suis restée ferme, car il n'y avait plus de place en moi pour le doute. À chaque mot que je disais, je sentais ma propre vie revenir entre mes mains. Il m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. C'était un mélange d'orgueil blessé et d'ego brisé. Il réalisa qu'il n'avait plus le contrôle. Avant de partir, il lança la dernière tentative pour me plier. « Tu vas être seule, maman. » Je l'ai regardé calmement et j'ai répondu « Être seule vaut mieux que d'être entourée de ceux qui ne me voient que comme une banque. » Il partit sans se retourner. Ma maison était silencieuse. Mais ce n'était pas un silence lourd. C'était un silence d'un nouveau départ, de la libération.
de quelqu'un qui a enfin posé une limite qui aurait dû être fixée il y a des années. Quand la porte s'est refermée derrière Fabien ce jour-là, je suis restée longtemps dans les salons, écoutant le silence occuper chaque recoin de l'appartement. C'était comme si quelque chose de lourd que je portais sur mon dos depuis des mois avait enfin été posé au sol. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la tristesse. C'était une paix ferme, comme si j'avais retrouvé une part de moi qu'il avait essayé de prendre. La lumière dès l'après-midi entrait par les fenêtres, illuminant le bureau où j'avais rangé mes documents, et pour la première fois depuis le début, je pouvais respirer sans ressentir une oppression dans ma poitrine. Je savais que j'allais encore affronter de nombreux moments difficiles, car couper le comportement d'un enfant n'est jamais simple. Mais je savais aussi qu'à ce moment-là, j'avais pris la bonne décision. Dans les jours qui suivirent, Fabien ne se présenta pas. Il s'en fichait. Il n'envoyait pas de message. Son silence avait la même intention qu'avant, le contrôle. Il voulait que je cède, que j'aie peur, que je revienne. Mais je n'ai pas reculé. J'ai continué ma routine comme toujours. Je me suis levée tôt, j'ai bu mon café, j'ai fait mes promenades sur la place près de chez moi, j'ai salué les voisins, j'allais au marché acheter des fruits frais. Chaque simple mouvement semblait rappeler à ma tête que j'avais toute une vie bâtie sur l'effort et la discipline, et que personne n'avait le droit de me l'arracher. C'est lors d'une de ces promenades que j'ai rencontré Léa en allant à l'université. Elle m'a serré dans ses bras avec la même joie qu'à l'habitude, sans encore rien savoir. Nous avons marché ensemble quelques minutes pendant qu'elle parlait des cours et de rêves qu'elle avait pour l'avenir. Sa façon de faire, sa gentillesse naturelle, la façon dont elle me traitait avec respect, tout cela m'a confirmé que j'avais fait le bon choix. Non pas parce que Fabien méritait de perdre, mais parce qu'elle méritait de gagner. Elle méritait d'être rappelée, protégée, valorisée. Quand nous nous sommes dit au revoir, je me suis arrêtée quelques secondes en la regardant s'éloigner, et j'ai ressenti une chaleur dans mon cœur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était le sentiment que, même lorsque la vie est bouleversée, il y a encore des gens qui nous ramènent au bon endroit. Une semaine plus tard, Fabien est enfin arrivé. Il frappa à la porte d'une manière retenue, différente de l'habitude. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu qu'il était abattu, avec un visage fatigué, comme s'il avait passé des nuits blanches. Il est entré lentement, s'est assis sur le même canapé où nous avions discuté des semaines auparavant, et a passé quelques secondes sans rien dire. Puis il a levé les yeux vers moi et m'a demandé « Tu as vraiment fait ça ?» J'ai dit oui, sans détourner les yeux. Il prit une profonde inspiration, comme s'il essayait d'avaler quelque chose d'amer. « Je pensais que c'était mon droit, dit-il. Je suis ton fils. » Cette phrase m'a touchée, non pas par culpabilité, mais par clarté. Il ne disait pas cela comme pour demander pardon. Il le disait comme s'il l'exigeait. J'ai répondu calmement « Être mon fils ne te donne aucun droit sur ma vie, Fabien. Cela ne fait que te donner la responsabilité de me traiter avec respect. » Il est resté silencieux. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, il comprenait, même s'il ne l'acceptait pas. Il a compris que la décision que j'ai prise n'était pas un coup de pouce. Ce n'était ni de la vengeance, ni de la colère. C'était de la protection. C'était la limite. C'était de l'amour pour ma propre dignité. Il essaya encore quelques mots, mais aucun ne contenait de regret réel. C'était toujours à propos de lui, de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il n'aurait plus. À propos de ce qu'il pensait mériter. Et c'est là, à cet instant, en regardant son visage, que j'ai compris qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'avancer. Tout le monde ne comprend pas les conséquences de ses propres actes, et certaines personnes ne se réveillant que lorsque le sol disparaît sous leurs pieds. Fabien n'était pas encore prêt à se réveiller. Je ne pouvais pas changer ça, mais cela pourrait changer la façon dont je lui ai permis de toucher ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. En partant, la porte se referma dans un bruit faible, presque triste. Mais je n'ai pas pleuré. Je me contentais de respirer. C'était comme si, enfin, j'avais fermé un cercle vicieux qui n'aurait jamais dû commencer ainsi. J'ai passé le reste de la journée à ranger de petites choses dans la maison, à préparer du thé, à écouter de la musique. Chaque simple geste semblait me rappeler que la vie continue, même après de grandes déceptions. Et que se protéger soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que j'ai vécu, je sais que cette décision était la dernière chance que Fabien avait avant de perdre ce qu'il pensait être toujours là. Il ne s'en rendait pas compte, et peut-être qu'il ne s'en rendra pas compte de sitôt. Mais j'ai compris. J'ai compris que l'amour sans limite se transforme en douleur.
J'ai compris que soin sans respect devient abus. J'ai compris que tout donner à quelqu'un qui ne sait pas valoriser est la façon la plus rapide de se perdre. Et j'ai choisi de ne pas me perdre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide à continuer de partager des histoires qui peuvent ouvrir les yeux et donner du pouvoir à d'autres comme nous. Partagez aussi cela avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.